au positif de 11h à midi sur La Première. La voix et soi, c'est paru aux éditions de Book, et pour en parler, son auteur, Johanna Revis, est avec nous. Elle est orthophoniste, spécialiste donc de cette voix. Vous avez beaucoup travaillé, Johanna, avec Laurent Gérard, qui est un imitateur, et l'imitation fait partie de votre ouvrage et fait même un bon gros chapitre. C'est assez fascinant de voir justement à quel point vous décodez précisément ce phénomène de l'imitation, qui n'est pas un phénomène évident du tout, pas à la portée de tous non plus. Et vous dites que le travail de Laurent Gérard, si on en regarde cela du point de vue technique sur des enregistrements vocaux, vous dites c'est surprenant parce que le mimétisme va très très loin avec lui. Oui, c'est surprenant au point, j'ai eu l'occasion d'en parler dans des congrès internationaux et d'échanger donc avec d'autres spécialistes du monde entier. Et donc pour ce travail, on a fait un enregistrement exprès à partir d'un vrai discours qui avait été prononcé par Jacques Chirac. Et donc Laurent Gérard avait dû lire ce même texte, d'abord avec sa voix naturelle, avec sa voix à lui, ensuite en imitation, et ensuite on avait fait encore un autre enregistrement après qu'il ait écouté l'enregistrement de Chirac, en lui demandant de le reproduire à l'identique. Et en réalité, sa toute meilleure performance, c'était la toute première qu'il a effectuée spontanément, même sans avoir entendu l'enregistrement de Chirac avant. Et donc ce qui est absolument fascinant, c'est que lorsqu'on enlève le contenu humoristique, donc lorsqu'il lit un vrai discours politique, il est pratiquement impossible de faire la différence avec la voix de Jacques Chirac. Et c'est assez fascinant de voir aussi à quel point le travail qu'il effectue aujourd'hui est presque devenu un travail naturel, mais à la base, décortiquer la voix de l'autre pour pouvoir l'imiter, c'est aller même au-delà du travail non-verbal du corps, qui est souvent un élément essentiel. On revient sur la prosodie cette fois-ci. Travailler sa prosodie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Oui, d'extrêmement compliqué dans l'imitation, oui, évidemment. Et en même temps, ça se fait de manière tout à fait naturelle chez lui. Il dit d'ailleurs volontiers que c'est un autodidacte, et il me disait d'ailleurs que il ne travaille pas vraiment ses personnages. Il attrape les voix comme nous on attrape un rhume. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où lui a perçu certaines caractéristiques, mais qu'il saurait pas vraiment expliquer, il est capable de retricoter tout ce que le personnage en question peut être amené à dire. Oui, c'est facile pour lui, mais nous, si on essaye, ça ne va pas être de la même facture. Lui a trouvé véritablement les éléments caractéristiques qui font que sa prosodie sera très proche de celle de la personne qui l'imite, au-delà de ce qu'il fait de manière non verbale. Et c'est assez surprenant de voir ses imitations, par exemple, quand il n'accentue pas dans son visage ou dans sa gestuelle pour essayer vraiment de bien montrer qui il imite, quoi. Il peut rester statique et imiter complètement une voix. En fait, pas vraiment. Et d'ailleurs, quand il fait ses performances à la radio, on se rend compte qu'il modifie aussi son visage et son comportement, parce que je crois que tout ça est intimement lié et complètement indissociable. En réalité, lorsqu'il modifie un petit peu sa physionomie faciale, donc lorsqu'il prend un peu le faciès de la personne qu'il imite, en même temps, il modifie aussi les organes qui lui servent à articuler les sons, et du coup, sa voix commence à sonner davantage comme celle de son modèle. On a plusieurs réactions de nos auditeurs qui nous sont arrivées, et notamment Geneviève qui nous dit « On la prend souvent pour un homme au téléphone ». Ma collaboratrice qui l'a eu au téléphone me précise « Mais pas dans ce cas-ci en tout cas ». La voix de la femme n'est pas forcément reconnaissable, et c'est vrai que vous parlez des exceptions, les hormones jouent un rôle extrêmement important là-dedans et peuvent modifier très très fort la voix d'une personne. Dans les réactions que l'on a également, celle de Martine qui nous dit depuis quelques années, elle pense qu'on ne l'entend pas dans une conversation. Son mari a une voix et un caractère qui prend le dessus. C'est peut-être dû à cela, nous dit-elle. On va reparler des émotions et du caractère justement. D'autres témoignages qui nous sont arrivés. Emma, pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon chat
chat semble être dérangé quand je lui parle en anglais. Non, notre invité est orthophoniste, donc elle ne pourra pas expliquer le comportement de votre chat. Bonjour, j'ai depuis plusieurs mois la paralysie d'une corde vocale sans cause connue. Y a-t-il des solutions possibles? Encore une fois, nous n'allons pas aborder toutes les pathologies. Vous en parlez dans votre ouvrage de ces pathologies, mais il y a quand même des pathologies qui reviennent de plus en plus et ça va rejoindre les émotions dont on va parler dans quelques instants, le stress, les burn-out, la vie trépidante que l'on peut avoir aujourd'hui ont une influence extrêmement négative sur la voix que l'on a et de plus en plus on fréquente les cabinets des orthophonistes pour ce type de problème. Oui, en fait, tout ce qui est une utilisation abusive de la voix, c'est-à-dire lorsqu'on parle trop fort et trop longtemps, schématiquement, peut être source d'une fatigue vocale qui, si on ne se repose pas, si on ne prend pas le temps d'écouter cette fatigue et d'y apporter une réponse adaptée, c'est-à-dire le repos vocal, peut aller jusqu'à générer des lésions sur les cordes vocales qui vont être responsables d'une modification du timbre de la voix. La voix va devenir cassée, un peu enrouée, un peu voilée, et à ce moment-là, on peut avoir besoin d'un orthophoniste ou d'un logopède pour faire une rééducation du geste, apprendre à parler sans se fatiguer, sans se faire mal. Mais notre voix vieillit aussi. Ah oui. Notre voix, comme n'importe quel organe du corps, vieillit. Alors, on sait tous très bien ce que c'est la presbytie. C'est lorsque on a besoin de lunettes passé un certain âge. On connaît un petit peu moins la presbyacousie, bien que on a tous dans notre entourage des personnes âgées qui ont besoin de se faire appareiller les oreilles. La presbyacousie, c'est la même chose que la presbytie pour les oreilles. Et on connaît pratiquement pas la presbyphonie, qui est la même chose, mais par rapport à la voix. Et la presbyphonie, c'est lorsque les cordes vocales, en vieillissant, perdent un petit peu de leur volume et de leur tonicité. Et ça abîme aussi un petit peu le timbre de la voix. Au positif, le dossier. La voix et soi, le livre est paru aux éditions de Book. Johanna Rivas est avec nous pour nous en parler. On va parler de la voix, reflet de nos émotions. Évidemment, nous ne parlons pas toujours de la même façon, Johanna, si nous sommes en colère, si nous sommes heureux. Ces inflexions, elles viennent d'où, en fait ? En fait, les émotions, elles n'ont pas qu'une dimension psychique. Au contraire, elles prennent leur départ dans une réaction physique du corps qui va modifier un certain nombre de choses. Par exemple, la peur va provoquer une décharge d'adrénaline, qui va provoquer une accélération cardiaque, une modification de la respiration. Et comme la voix est produite par le corps tout entier, alors la voix est aussi modifiée par ces choses-là. Et quand on a peur, on va souvent... Alors après, ça dépend aussi des circonstances. Il y a certaines circonstances dans lesquelles on peut laisser libre cours à l'expression vocale, d'autres dans lesquelles on est obligé de restreindre un peu sa voix. Et tout ça doit être pris en compte de manière globale. Alors cette voix, on l'utilise évidemment différemment en fonction de son interlocuteur. Vous parlez de la voix comme instrument de manipulation, sans connotation forcément négative derrière ce terme de manipulation. D'ailleurs, on le fait parfois de manière tout à fait inconsciente, mais en fonction des situations, notre voix va également changer, et pas uniquement en fonction de nos émotions d'ailleurs. Oui, j'aime bien dire qu'on a 1001 voix. Oui. En réalité, on s'adresse évidemment pas du tout de la même manière à notre patron ou à notre enfant. Et donc, ça va dépendre évidemment de l'interlocuteur. Et je reste fascinée de voir comment cette voix qui part de la vibration de 2 toutes petites cordes vocales qui font pas plus d'1 centimètre à l'intérieur de votre cou est capable à la fois de susurrer une confidence ou de remplir un opéra en partant du même organe. Comment se fait-il qu'on n'a pas la voix de son physique ? Parce qu'on a plusieurs auditeurs qui témoignent du fait qu'ils sont souvent séduits par une voix, soit parce qu'ils l'ont utilisée dans le milieu professionnel ou bien dans leur entourage. Et lorsqu'ils voient la personne, eh bien, elle ne correspond en général jamais à ce qu'ils avaient imaginé derrière cette voix. Oui, alors comment vous dire, il n'y a pas vraiment d'explication à ça. C'est un peu la loterie de la nature qui fait que la voix va correspondre ou pas. La voix reflète ce qu'on est à l'intérieur de nous et je pense que si on a des difficultés à se faire une image du physique de la personne que l'on entend, il y a quand même beaucoup de choses qu'on apprend d'elle sur sa personnalité, sur son caractère peut-être plutôt timide ou plutôt extraverti ou des choses comme ça qui transparaissent très très bien quand même à l'écoute de la voix. Quand on veut séduire avec la voix, chez les femmes particulièrement, la voix
devient plus grave. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que la personne en face de soi sera plus séduite par la gravité? Et pourquoi finalement les aigus ne sont pas perçus de la même façon? Je pense que dans une situation de séduction, en fait, ce qu'on essaye de créer, c'est une situation d'intimité. Et quand on est dans une situation d'intimité, évidemment, on va pas parler fort, on va pas parler vite, on va même peut-être pas tellement articuler, et on va utiliser un timbre de voix qui est légèrement plus grave, parce qu'en fait, l'intensité de la voix est très liée à la hauteur. Et donc, plus on parle fort, plus on a tendance à parler aigu, surtout nous les femmes. Et donc, quand on est dans une situation de séduction, justement, on va avoir tendance à parler moins fort, mettre un peu plus de souffle sur la voix, et la voix va se faire plus grave dans le même temps. En matière de séduction, d'ailleurs, on n'est pas tous séduits par le même style de voix non plus. Chacun a son attirance particulière en cela. Il n'y a pas de recette non plus. Non, il n'y a pas de recette. Alors, pour la voix des hommes, il y a quand même une espèce de consensus, c'est-à-dire que toutes les femmes préfèrent les hommes qui ont la voix franchement grave. C'est peut-être un peu les restes du mammifère qui sommeille en nous, qui fait que dans la nature, les animaux qui ont la voix la plus grave sont considérés comme ceux qui sont les plus dominants, les plus combatifs, les plus dignes de confiance. Et du coup, ça a probablement perduré dans notre société plus civilisée. Je voudrais reprendre quand même le message d'Emma qui nous avait envoyé tout à l'heure un message en lui disant que son chat réagissait mal quand elle parlait en anglais. Elle a reprécisé son message en disant que cela aurait un rapport avec la fréquence, phénomène qu'elle aurait aimé comprendre. Et au fond, c'est vrai, j'ai peut-être zappé un peu vite la question, mais les animaux aussi sont sensibles à la voix qu'on leur présente. Ce n'est pas typiquement humain. Non, bien sûr, les animaux sont parfaitement sensibles à ça. Et donc, pour répondre à la question de votre auditrice, j'ai moi-même un chat qui ne supporte pas quand je chante. Et donc, il y a probablement un lien avec la fréquence. Quand je chante, elle peut être à l'autre bout de la maison, elle va traverser toute la maison pour venir me mordre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la perception du chat. Et en plus, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on parle en anglais, il y a des études de linguistique qui ont montré que dans les langues anglo-saxonnes, on a toujours une voix plus aiguë que lorsqu'on parle des langues latines. C'est marrant parce qu'on les utilise tout le temps dans la chanson en disant que ça passe mieux, par contre, les langues anglo-saxonnes. Oui, mais ça, c'est une question de sonorité et d'articulation des sons, pas tellement de voix. Mais cela dit, quand on chante, on a souvent besoin d'aller chercher nos fréquences les plus aiguës. Et donc, ça peut favoriser ça aussi. Il y a un mythe que vous battez en brèche dans cet ouvrage, Johanna Ravis, c'est le mythe de l'empreinte vocale, qu'on nous présente beaucoup d'ailleurs dans les feuilletons consacrés, des feuilletons policiers consacrés à la science, justement, pour retrouver des personnages qui ont commis un meurtre. Ici, vous dites l'empreinte vocale n'existe pas. Oui, en fait, il faut un petit peu nuancer ça. C'est-à-dire que je pense que c'est absolument probable, voire certain, qu'on ait tous des caractéristiques vocales qui nous sont propres et qui sont certainement différentes d'un individu à l'autre. Donc en ça, on peut dire que l'empreinte vocale pourrait exister. Le problème, c'est que quand on souhaite se baser sur la voix pour identifier formellement un individu, alors là, on se heurte au phénomène de variabilité immense de la voix. C'est-à-dire que notre voix, elle change en permanence. On ne dit jamais deux fois la même chose strictement de la même façon. Et même encore quand on prononce un « a », sur plusieurs secondes et qu'on fait des mesures dessus, alors on n'obtient pas les mêmes mesures si on les prend au début, au milieu ou à la fin. Donc la voix, avec cette variabilité-là et les moyens techniques qui sont les nôtres pour la mesurer aujourd'hui, ça rend pour l'instant impossible d'utiliser cette empreinte vocale. En fait, ce qui fait le succès des empreintes digitales, c'est qu'elles sont non seulement uniques, mais parfaitement stable dans le temps, elle ne change jamais. Et notre voix, elle est affectée, pourquoi pas par un rhume, par une laryngite. On peut aussi la modifier volontairement. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Laurent Gérard? Il pourrait probablement faire accuser n'importe qui d'autre à sa place. Ce qui serait pas, c'est moche de sa part, quand même. Oui. Cela dit, Mime, hein. Oui. Vous parlez aussi évidemment des pathologies liées à la voix dans cet ouvrage. Elles sont nombreuses, mais elles montrent aussi à quel point la voix est un instrument fragile qu'il faut
faut absolument conserver, chouchouter, bichonner et surtout être à l'écoute de cette voix. Vous expliquez également dans cet ouvrage comment on peut décoder la voix de quelqu'un d'autre. Le premier conseil, évidemment, c'est d'être clairement à l'écoute de cette voix et le plus souvent aussi de peut-être parfois fermer les yeux afin d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière une voix. La voix reflet donc vitrine de notre âme, de ce que nous sommes, de nos racines, de notre histoire aussi. C'est un livre passionnant, Johanna Reyvis. Merci beaucoup d'être intervenue dans cette émission. C'est paru aux éditions De Bouc, je le rappelle. La voix est soi, ce que notre voix dit de nous. Merci.